Yes, I greetings massif. Rastafari live. C'est votre humble serviteur, le Bantu éthiopien, Moyaza Lucas Cha, Matundwan, Maluman, Mabiman, Mazaman Babylon System, Mutatanzambi, Yesu Christ, Ja, Rastafari, Kadama, We, Satamasagana, Tatanzambi, Zambi Kana, Sila, Amana. Yeah, man. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vais parler d'un petit sujet qui est un peu tabou au niveau d'ici au Gabon parce que beaucoup de Gabonais ne connaissent pas vraiment l'histoire du Gabon. Donc, comme le disait l'honorable Marcus Garvey, un peuple sans la connaissance de son passé et son histoire est comme un arbre sans racines. Donc, c'est en cela que Ayanaï, on se lève chacun de nous pour essayer d'apporter la petite contribution par rapport à ce qu'on a appris, voilà, pour essayer de relayer l'information, quoi. Yeah, man. Donc aujourd'hui notre sujet c'est Eman Tole, voilà, pour ne pas dire Eman Tolo dans la bonne prononciation Ekan, Eman Tolo, donc qui était un chef de guerre, voilà, tout un petit briefing, voilà. On dit ici, avec l'instruction violente des forces administratives et commerciales européennes, les Africains furent tout d'abord curieux et bienveillants, mais cette attitude vite de passive à révolter, l'un des premiers soulèvements fut celui du chef guerrier gabonais Eman Tole, pour lequel la rédaction d'Info 241 retrace l'histoire. Bref, donc vous pouvez aller, voilà, fouiller ces choses-là, hein, vous allez trouver. Qui cherche trouve. Donc la première résistance, voilà, qui s'est déroulée ici au Gabon à travers l'implantation coloniale chez nous ici. Voilà, ça s'est manifesté en premier lieu par Eman Tole. Donc, c'est une histoire vraiment terrible parce que beaucoup de belles choses à découvrir et c'est toujours bon de savoir d'où on vient justement pour connaître comment aller en avant en fait. Voilà, donc c'est notre histoire. C'est à nous de la valoriser, c'est à nous de la raconter à nos enfants. Voilà, et Rastafari quoi. Bref. Donc, mes frères, mes sœurs, Eman Tole. L'histoire se passe en Njolé. Voilà. L'histoire se passe à Njolé. Et Eman Tole était un chef de guerre, on peut dire comme un chef de village en fait. Voilà, un chef de village. Voilà. Donc il y a eu des moments où son peuple a subi des invasions. Beaucoup de choses sont passées, c'est ce qui a permis que voilà, ils prennent des armes pour se défendre justement, voilà. Donc à prime abord, c'est des gens pacifiques. Il n'y avait pas d'histoire à cet endroit-là. Vous avez entendu, même à l'arrivée des colons, ils étaient pacifiques et sans révolter bien après par rapport à ce qui va suivre. Voilà, donc c'est ça qui fait que ils vont prendre les armes. Sinon, c'est pas des gens violents à prime abord. C'est des gens qui connaissaient comment vivre. C'était des villages organisés. Il y avait toute une organisation. On savait comment, qui juge, qui parle des problèmes, qui soigne, qui fait ça. Donc non, tout était structuré en fait. Tout était structuré dans nos villages. Il n'y a pas de désordre, on ne sommes pas des sauvages. Les gens ne peuvent pas se battre comme ça dans la rue et puis on les laisse faire. Dans nos villages, ça ne se faisait pas. Si deux personnes commencent à se faire des trucs comme ça, il y a forcément des gens vont intervenir et voilà, savoir ce qui se passe. Parce que c'est comme ça chez nous en fait. Personne n'est, on va dire, libre pour faire ce qu'il veut, comme il veut. Non.
chacun est dans le tout et tout le monde dépend du tout en fait. Donc c'est ça l'Afrique. Bon, on va vous dire ici. Présentation du personnage et genèse du conflit avec l'administration coloniale. Eman Ntole ou Eman Ntolo, surnommé Hassan Mefa. Hassan Mefa, c'est un arbre. Hassan c'est un arbre, you know? Et Mfa, c'est la machette. Donc on traduit ici. Hassan Mefa, qui signifie celui qui frappe à coupe-coupe. est né vers 1846 à Tsenge, près de Njolé, Moyen-Ogooué. Il a été très vite un opposant farouche au diktat français. À l'origine, c'est à la suite d'un accident de chasse qu'un conflit naît entre deux villages, un quota de Djambala, tuant un fan Tsenge qui avait pour chef Eman Ntole, mais les quotas étaient connus des explorateurs pour leurs échanges commerciaux divers et variés, conscients de leur infériorité face aux fans. Le chef du poste de Njolé intervient et se range alors du côté des quotas et décide de brûler le village Tsege. Manifestation du conflit. La colère connaît un pic important au sein des populations et les agents du Congo français sont obligés d'intervenir 2 fois en l'espace de 2 mois, en février et en mars. Pour la seule année de 1887, un mois plus tard, la colère des habitants de Ntségué ne s'est toujours pas estompée. Et les tensions vont de plus belle. Ce sont des actes d'une audace inouïe de la part des Paouins. Tel est le jugement que portent les explorateurs sur le comportement des Fang, notamment celui des Man, Ntole et de ses serviteurs. Suite à cela, le commandant de Njolé demande en urgence au commandant de Lambaréné, appelé la Bastique, l'envoi d'une canonnière pour assurer la sécurité de ses agents et des traitants qui étaient mis en péril. Une expédition est alors engagée à l'encontre de la rive droite, mais elle sera mise à mal car l'agent en charge de l'attitude d'expédition visant à faire plier Ntole retournera bredouille avec une mâchoire pulvérisée par une balle lors de cette bataille. Au cours de la même année, 2 villages Fang, dont celui de Ntségué, se trouvant sur l'île de Talagouga, entrent en discorde avec un traitant vivant à Njolé. Les 2 villages réclament le droit de négociation relatif au coût des marchandises sans qu'elles ne soient plus conditionnées par le dit traitant. Un responsable se trouvant à proximité de la ville de Njolé prend position du côté du traitant et se rend à sa factorerie. Sur place, il trouve 150 hommes armés et n'a d'autre choix que de négocier. Il essaye de faire comprendre la situation au chef des 2 villages concernés, mais la résolution n'est pas du goût d'Eman Ntole. C'est en 1888 que les Fang voient leur requête aboutir et deviennent des intermédiaires incontournables du commerce. Le militantisme de Ntole permet aux Fang de contrôler la région stratégique de Njolé, et ce à partir de 1893, accentuant de la ville à tel point que l'activité commerciale avait été transférée sur la rive droite occupée par l'administration, car Njolé était devenu
trop étroite. En 1895, Eman Tollé refait parler de lui en s'en prenant à un traitant qui a eu la fâcheuse idée de couper les ressources aux Fans, qui étaient les seuls intermédiaires dans les négociations avec les Doumas de Lastourville. Le nouvel administrateur d'Ondjolé est dénommé Largno, envoie une troupe pour soumettre le village d'Ntségué, mais Eman Tollé refuse d'être assujetti. La population d'Ondjolé, disposant d'une position stratégique, augmente considérablement car elle attire quantité de villageois qui s'implantent au plus près des factoreries. Deuxième phase des heures. En 1896, un certain Wiestrofer estime à environ 10 000 de nombre de ses habitants composés que de Fans. Pour y remédier, Largno et Wiestrofer ordonnant durant le mois de mai le déplacement de 3 villages pour circonscrire un site pour les factoreries. Comme toujours, le village de Ntségué faisant partie des villages à déloger, boude cette injonction. Wiestrofer, furieux, décide de détruire les cases pour contraindre le village à se déplacer. Eman Tollé ne s'y soumet pas et ferme le fleuve. Cet affront pousse Wiestrofer à mettre aux arrêts une cinquantaine d'enfants et de femmes Fans, choisis au hasard. Les autres Fans décident alors, 2 jours plus tard, de chasser Eman Tollé de l'intérieur pour tenter d'apaiser la situation, lui reprochant d'être le seul responsable des représailles qui l'ont soumis. Le calme fut de retour avec la réouverture du fleuve, mais il ne fut que de courte durée. En juillet 1896, la concurrence entre Fans et Kota s'intensifie. Les villageois de Ntségué mènent un assaut contre 6 courtiers de Djambala qui remontent de Ndjolé. 2 ou 3 perdent la vie. Largno monte à nouveau une expédition contre Ntségué, mais Eman Tollé, informé de la situation, s'allie avec 6 autres villages Fans. Il organise l'évacuation de Ntségué et simule des guerriers sur des rives en laissant quelques hommes dans son village. Il est 4 heures du matin ce 23 juillet lorsque 18 miliciens sénégalais avancent vers Ntségué afin de surprendre le village pendant qu'il est endormi. Mais ils sont aussitôt assaillis durant le combat. Les miliciens dénombrent 1 mort et 3 blessés. Eman Tollé et ses hommes s'éclipsent dans la forêt. Largno fait débarquer quelques jours tard un détachement de 20 miliciens qui ne réussissent toujours pas à mettre le grappin sur Tollé et ses hommes qui ne donnent plus de nouvelles de lui. Dès 1900, les Fans instaurent un droit de passage aux marchandises sortant des concessions. Pour éviter que les Fans prennent le contrôle total des échanges commerciaux, la société du Haut-Ogooué SHO décide de rouvrir le fleuve et de rétablir ses succursales afin de priver
les villages proches de Njolé de ses revenus intermédiaires. Les frictions se ravivent. Oubliant leur irritation interne, 13 clans Fan s'unissent à Eman Tolé, qui regroupe entre 4000 et 5000 hommes. Il attaque les factoreries, bloque le fleuve, attaque les pirogues et alimente la terreur par des menaces de pillage et de massacres entre janvier et juillet 1901. La SHO ne parvient à rompre cet embargo. La dite société est complètement isolée et son personnel ne peut mettre le nez hors des concessions. Les villages environnants qui ont été privés de ressources s'activent alors dans le pillage et la destruction des comptoirs. Vriesthofer, seul à Njolé, demande alors du renfort, mais convoque en attendant une réunion avec les chefs Fan. Pour calmer les tensions et à gain de cause, les chefs lui exigent la liberté de circulation et la fermeture des succursales dans le haut fleuve. C'est sous forme d'escouade que le renfort débarque avec dans ses rangs 50 miliciens suivis de 30 hommes et un officier. Les chefs Fan se rendent alors compte de la trahison et de la duperie de Vriesthofer qui a placé ses miliciens autour des magasins. Les combats reprennent, mais les hommes de Vriesthofer n'arrivent tout de même pas à rétablir l'ordre. Fin de l'instruction et de l'opération d'Eman Tolé. Prochain titre. On continue. Peu après, 200 tirailleurs sénégalais venant du Dahomey arrivent à Njolé et mettent en pièces l'armée de Ntolé, brûlant 12 villages des plus insurgés. Nombreux sont les villageois tués ou faits prisonniers, mais Eman Tolé ainsi que son fils qu'il a formé restent introuvables. Par ailleurs, Eman Tolé est dénoncé par ses beaux-parents du clan Essansou, chez lesquels il avait trouvé refuge, mais il parvint de nouveau à s'échapper au moment où les miliciens venaient pour l'arrêter, mais il capture son fils. En septembre 1902, il se rend. Tandis que les Fan sont toujours révoltés et se livrent de terribles affrontements, en 1904, Eman Tolé et son fils sont déportés à Grand Bassam. Donc en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, Côte d'Ivoire. Retour au pays du fils et disparition du père. Voilà. Retour du fils, disparition du père. Après 8 ans derrière les barreaux, Ntoléman, fils d'Eman Tolé, revient au Gabon. Après avoir recouvert sa liberté, il fonde le village Mfamzam sur la rivière Zanga, au sud de Lambaréné. Son père, quant à lui, meurt en déportation en 1914 et reste très ancré dans la mémoire collective du peuple écan comme héros aux injustices, à la répression et à l'exploitation coloniale. Il est, à n'en point douter, l'une des figures symboliques de la lutte contre l'occupation du colon. Donc, c'est l'histoire d'un grand guerrier, comme vous l'avez si bien entendu, Eman Ntolo. Donc, un Fan du Gabon, un Bantou, donc un Africain.
Voilà un peu, comme je disais dans le thème, c'est que Eman Tolo n'a pas été vaincu, mais par contre, il s'est rendu. Donc, s'il faut parler des... C'est comme je parlais la dernière fois, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, où je parlais du Gabon et que je vous parlais du pacifisme des Gabonais, des gens de paix, des gens qui n'aiment pas la violence, et que si et qu'on était identique à Israël et nous sommes les Israélites, donc c'est normal qu'on a les mêmes comportements qu'Israël. En Israël, comme je disais, c'est pas tout le peuple qui s'est révolté concrètement. C'est un élément toujours qui boostait les choses en fait. Et c'était lui le problème en fait. Et donc vous voyez, par l'histoire même du Gabon, que vous voyez que tous les fans n'étaient pas trop dans le même sens que lui. Même si après ils ont continué à se révolter parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Hein. Mais la pièce maîtresse de cette révolte-là, c'était quelqu'un. Et lui, il était vraiment quelqu'un de très décisif et vraiment très euh, objectif dans ses décisions. C'est en cela où j'ai eu le réel plaisir de partager cette histoire avec vous. Donc, amour béni, force et courage. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, n'oubliez pas de toujours cliquer. Non seulement vous vous abonnez, mais vous cliquez aussi sur l'identification au cas où il y a toujours des nouvelles vidéos qui viennent. Vous pouvez suivre parce que justement, aujourd'hui on a parlé de Eman Tolo. La prochaine fois, on aura toujours un autre sujet. Soit on va parler d'un autre fait divers et d'autres guerriers parce qu'il n'y avait pas qu'Eman Tolo. Il y en avait d'autres aussi. On va parler d'eux. On va parler de Bombay. On va parler de... ils sont nombreux. Donc, je ne vais même pas tout citer. Ce qui est sûr, c'est que pour les autres ethnies, c'est pas une histoire des Fans. C'est une histoire du Gabon. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de Eman Tolo. J'ai parlé de guerrier Fan. Il n'est pas le seul, mais... comme c'est l'une des premières personnes qui a réellement lancé la rébellion, si on doit dire ainsi. Voilà, pour dire qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas fonctionner de cette manière. Ce qui est à nous et à nous, c'est à nous de donner cette imprise, c'est à nous de dire comment ça se passe. Donc c'était comme ça. Pour revenir, pour parler aussi que cette histoire-là nous démontre combien de fois l'agriculture était quelque chose qui était développé au Gabon depuis longtemps. Vous avez vu des années, nous sommes dans les 1800 et tout ça. Il y a eu ce commerce-là, cet échange-là entre les colons et les Gabonais au niveau de l'agriculture. C'était quoi? Le cacao, c'était quoi? C'était toutes ces choses-là en fait. Qui ne sont plus réellement visibles aujourd'hui. Quand les gens viennent au Gabon, on ne peut pas trouver réellement l'agriculture de façon développée. Peut-être au cacao même. On a perdu ces choses-là. Mais, soyez-en sûrs, dès à prime abord, nous étions les premiers à faire ces choses-là. Mais avec la déshumanisation, le lavage des cerveaux, donc il y a eu des choses qui sont passées pour qu'on interdise à ceux qui avaient la terre fertile de ne pas faire l'agriculture et d'apporter cette façon de vivre là à ceux qui avaient des complications, même des terres qui n'étaient pas vraiment fertiles. Vous voyez, ça n'a pas vraiment de sens. Ceux qui sont des agriculteurs, ce sont ceux qui sont sur des terres africaines les moins riches en termes de production agricole. Et ceux qui sont sur ces territoires-là, où il pleut 9 mois sur 9, c'est tout le temps, tu n'as pas besoin d'arroser, le ciel arrose, déjà arrose tous les jours. Mais c'est toi qui as perdu le sens de l'agriculture. Et cette histoire-là nous démontre combien de fois Ntoleman nous emmène à se réveiller au niveau de l'autosuffisance alimentaire. Pour dire que l'indépendance alimentaire, c'est la vraie indépendance. Parce que oui, comme on le disait les frères, on va à l'école pourquoi? Voilà, on va travailler pourquoi? Voilà, si c'est pas pour chercher à avoir de quelque chose, pour aller chercher à manger. Maintenant, si on prenait les mains, on mettait des vêtements en terre,
ce sera une manière d'aller directement là où ça se passe et ce sera plus rapide. Donc les gens seront plus à l'aise à être autosuffisants que d'aller dépendre d'un système ou des gens. Et c'est ce qui a mené des embrouilles à cette époque-là. Vous avez vu comment ça a mené des discordes. Donc, amour béni, les frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. Votre humble serviteur, le Bantu éthiopien, Moya Lucas Tia. Respect. Yes, I.